Bonsoir à tous, bienvenue sur NATV. Il va y avoir du sport avec le Nasport Show 20h-22h comme tous les soirs du lundi au vendredi sur notre antenne avec ce soir du cyclisme, du rugby, du football, de la voile ou encore de la pétanque. On va être complet, on va aller sur tous les terrains de sport et on va commencer avec le Tour de France, le Nasport Show, c'est parti. Et l'Omnisport, c'est le cyclisme avec hier le parcours 2023 du Tour de France qui a été dévoilé du côté de Paris et de la Porte-Maillot. C'était au Palais des Congrès. Vous l'avez forcément suivi dans les shows de NATV hier. Le tracé 2023 qui met la Nouvelle-Aquitaine à l'honneur avec 9 villes de la région qui vont accueillir le Tour lors de cette 110e édition qui partira du Pays Basque espagnol. Je vous donne les 9 communes de Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux, Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan, Saint-Léonard-de-Noblat, Libourne, Limoges, Larens et Pau. Bordeaux, attendez ça, depuis 13 ans. Bayonne, depuis 20 ans. La carte donc sous vos yeux et la 9e étape qui partira donc de Saint-Léonard-de-Noblat direction Puy-de-Dôme. Saint-Léonard-de-Noblat, c'est tout simplement la ville où est enterrée l'une des plus grandes légendes de l'histoire du cyclisme français, Raymond Poulidor. Raymond Poulidor qui s'était livré à un duel extraordinaire avec son concurrent Jacques Anquetil en 1964 dans une étape qui ressemblait à celle qui a été pensée pour ce Tour de France 2023. On écoute tout de suite l'interview d'Alain Darbon, le maire de Saint-Léonard-de-Noblat, qui a bien voulu répondre à nos questions. Lui qui était tout heureux d'avoir décroché la 9e étape du Tour de France cette saison. On est très heureux, très honoré. Bon, on espérait, mais là, comme je dis, on était à quelques jours du sprint final. On était bien placé, mais on n'est jamais à l'abri de la chute, pour prendre une métaphore cycliste. Où, voilà, il faut rester dans son couloir. Donc on est resté dans notre couloir, on franchit la ligne et effectivement, on est très heureux. On aura le dimanche, le samedi 8 juillet, l'arrivée à Limoges. Et puis le départ le lendemain de matin, le dimanche 9 à Saint-Léonard-de-Noblat. Dans notre belle cité évidemment de Raymond Poulidor, dans laquelle il a vécu. Je rappelle quand même, pour rendre aux Creusois ce qui est aux Creusois, que Raymond est né en Creuse, mais effectivement il a passé une grande de sa vie chez nous à Saint-Léonard-de-Noblat. Et puis sur une étape qui sera un fil conducteur avec l'histoire du sport, puisqu'effectivement partir de Saint-Léonard-de-Noblat pour arriver au Puy-de-Dôme, c'est retourner, faire un flashback sur ce qui est un des moments qui fait partie du panthéon du sport, avec ce duel en 1964 entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor au sommet du Puy-de-Dôme. Le peloton sillonnera aussi nos belles routes du Limousin, de la Haute-Vienne. On verra ces paysages magnifiques de forêts, de collines, de monts. Le lac de Vassivière, bien évidemment, donc on est très heureux. On sait qu'on a du travail, on va le faire avec évidemment Asso, avec la préfecture, avec la gendarmerie, avec nos services, avec tous les bénévoles qui vont œuvrer aussi. Et le plus dur commence pour les équipes d'Alain Darbon, le maire de Saint-Léonard-de-Noblat, qui répondait pour le Nasport Show aux questions de notre envoyé spécial Victor Pérez-Boucheron. Victor qui a également interrogé le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, qui a fait des heureux avec notamment Pau, qui, comme souvent, accueille cette édition du Tour de France. On avait la volonté de ne pas éviter les Pyrénées qui étaient juste à côté. Je crois avoir lu il y a bien longtemps, en 1992, Desgranges, Réveille-toi, ils sont devenus fous, lorsque le Tour, qui était un Tour européen en 1992, qui passait par 7 pays, n'avait fait qu'une seule étape par Marie-Blanque d'ailleurs. Donc il y a un petit clin d'œil, il y aura à nouveau Marie-Blanque, mais il y aura aussi évidemment le Tourmalet. Et puis ensuite, spécifiquement en Nouvelle-Aquitaine, il y a une remontée vers Bordeaux, on va aller à Dax, on va aller à Mont-de-Marsan. Il y a le souvenir d'André Darrigal qui était là et ça m'a fait super plaisir. L'une des figures du cyclisme d'autrefois. Il y a aussi des collectivités comme Mont-de-Marsan ou le Gers qui nous avaient dit on souhaiterait, on rêverait d'être sur la route du Tour pour le cinquantenaire de la victoire de Lucio Cagna. Enfin, le Tour, c'est tout ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui et demain, mais c'est aussi ne pas oublier ses racines. Et voilà. Et puis Bordeaux, c'était une des villes évidemment historique du Tour de France où nous n'étions plus allés depuis 2010 et qu'on est ravis de retrouver pour un final sur les quais de kilomètres de ligne droite qui sera évidemment pour les sprinters. Et il y en aura pour tout le monde, pour les plus petits, avec un duel attendu
entre Pogacar et Vingegaard, le tenant du titre. Pourquoi pas le retour également d'Egan Bernal. Et donc, il y en aura également pour les anciens avec des hommages à Luis Ocaña, à Jacques Anquetil, à Raymond Poulidor. Bref, aux légendes de ce Tour de France. C'était Christian Prudhomme au micro de Victor Pérez-Boucheron. On n'oublie pas également le Tour de France féminin qui a été présenté du côté du Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris. Victor Pérez-Boucheron qui a tendu son micro à la directrice du Tour, Marion Rousse, avec là aussi la part belle à la Nouvelle-Aquitaine avec une arrivée finale du côté de la cité paloise. On va vraiment avoir la même philosophie que le Tour des hommes, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller partout, en France ou à l'étranger. Et que pour l'instant c'est 8 jours de course, donc on ne peut pas aller partout parce qu'il faut que ça reste aussi cohérent en termes de sportivité et qu'il n'y ait pas trop de déplacements. Donc Pau, évidemment que je suis sûre et persuadée qu'on y retournera parce que c'est des villes qui aiment le Tour et qui nous accueillent et qui nous facilitent aussi la tâche en tant qu'organisation. Mais de là à vous dire qu'on ira tous les ans, je ne peux pas, désolée. Marion Rousse, directrice du Tour de France féminin, un tour qui aura lieu donc du 23 au 30 juillet prochain, une semaine pour la deuxième édition du Tour de France féminin. On va continuer de parler de la Grande Boucle et de son histoire absolument magique avec l'un de ceux qui a vécu de plus près ce Tour de France. C'est Jacques Bossis, le Charentais-Maritime. Il a participé à 7 Tours de France. Il a même porté le maillot jaune. C'est notre invité du soir dans le Nasport Show pour parler Tour de France. Jacques Bossis est avec nous. Bonsoir Jacques. Bonsoir à vous. Jacques, je le disais, une des légendes du cyclisme charentais-maritime, puisque vous avez participé à 7 Tours de France, si les chiffres sont bons de mon côté. Et surtout, vous avez été maillot jaune. Donc, qui de mieux pour parler du Tour de France que vous, du côté de La Rochelle? Ben oui, c'est exact. Oui, j'ai eu le maillot jaune, pas longtemps, mais bon, je l'ai eu. Suffit d'une fois. Suffit d'une fois, vous êtes maillot jaune. Il y en a qui ne l'ont jamais eu. Oui. Et des grands champions. Et des très grands champions. Je pense à Raymond Poulidor, qui a fait une carrière exceptionnelle et qui n'a pas eu ce privilège, oui, c'est vrai. On va en parler dans un instant de Raymond Poulidor. Je remonte juste pour ceux qui auraient des doutes. Jacques ne ment pas, puisque dans l'excellent livre de Jean-Michel Blaiseau paru chez Namedia, eh bien, il y a la photo de Jacques Bossis avec le maillot jaune. Ça rappelle des souvenirs, là, avec un micro RMC, j'ai l'impression, et avec la casquette gitane. Oui, c'est vrai, c'était l'équipe Renault Gitane à l'époque, avec Bernard Hinault. Avec donc l'année 1978 dans le livre de l'échappée maritime de Jean-Michel Blaiseau. Jacques Bossis voit la vie en jaune, donc vous faites partie de ceux qui ont eu la chance d'avoir ce maillot jaune. Le livre, je le disais, 1903-2020, le Tour en Charente-Maritime, une histoire d'homme. Le Tour, c'est toujours une histoire d'homme, hein, de toute façon, Jacques. Oui, c'est vrai que le Tour de France est une épreuve mythique et la plus grande épreuve au monde, hein, qui est très difficile, mais bon, le faire, pour un coureur, c'est merveilleux. Aujourd'hui, pas de maillot jaune, le maillot rose du Giro, là, Jacques. Oui, le Giro que j'ai jamais fait. J'ai fait la Vuelta, mais jamais le Giro. Et on va parler de cette édition 2023 avec Jacques. On va évoquer les souvenirs. 110e édition du Tour, donc c'est officiel désormais, passera par un peu plus que cela. Mais en tout cas, il y aura 9 villes-étapes de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Ce n'était pas le cas à l'époque, ce n'était pas la même cartographie française, Jacques. Mais on est quand même très fiers, notamment 3e étape qui va arriver à Bayonne. Ça faisait 20 ans que la cité bayonnaise attendait ça, Jacques. Ça va sortir de l'Espagne, direction donc la Nouvelle-Aquitaine et le Pays Basque. Le Pays Basque, je suppose que vous l'avez parcouru en tant que coureur, c'est toujours particulier. Oui, quand on faisait la classique de Saint-Sébastien, on y allait aussi là, dans ces coins-là. Mais c'est pas un parcours facile, hein, ça, c'est des beaux parcours de baroudeurs. Hein. Donc ça va être un début de tour qui va être très animé. Oui, parce qu'on peut penser parfois à des lignes droites, mais quand on est coureur et qu'on est dessus, c'est pas vraiment, c'est du faux plat, comme on dit. Le Pays Basque, il y a même des bonnes côtes avec des bons pourcentages. Hein. Donc il faudra s'accrocher. Ça peut se perdre à ce moment-là. Jacques, on entend souvent Christian Prudhomme, quand il avait parlé de l'échappée maritime et de l'étape qui allait à l'île de Ré, il avait dit les leaders ne peuvent pas gagner le Tour de France à La Rochelle, mais ils peuvent le perdre. C'est la vérité là aussi? Oui, La Rochelle, enfin, c'était différent parce que c'était une étape qui pouvait être venteuse et le vent peut faire exploser un peloton. Mais quand il est venu en Charente-Maritime, le vent était très calme ce jour-là et ça évitait vraiment des grosses bordures. Donc le Pays Basque, c'est pas le cas, c'est très abrité. Donc ce sont des pourcentages, mais des routes sinueuses par moment. Enfin, maintenant, l'itinéraire exact, c'est vrai que le Tour prend maintenant des très belles routes.
Donc ça sera peut-être moins escarpé, mais c'est un parcours très, très exigeant. Et une chose est sûre, Jacques, on ne connaît pas encore la météo. En revanche, on connaît la ferveur du public basque, qu'il soit côté espagnol pour l'étape du côté de Bilbao ou là du côté du Pays Basque français à Bayonne. C'est un public qui aime le vélo et qui connaît le vélo surtout. Oui, enfin, il y a eu une période, les Basques espagnols, ça a été chaud quand même avec nous sur le Tour de France. Hein. Voilà, il y a eu quelques petites échauffourées, mais bon, maintenant ça y est, c'est bien rentré dans le calme depuis pas mal d'années. Oui. Racontez-nous, Jacques, parce que vous à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas tout ça, il y avait des coups des fois. Non, mais les supporters étaient avec des maillots orange dans l'école et de temps en temps, ils avaient des attitudes vis-à-vis de la caravane un peu déplacées. Le Tour de France avait été obligé d'emmener une petite escorte de gendarmes dans la caravane publicitaire pour calmer le jeu. Et évidemment, ça donne... C'est l'attente aussi, hein. Toute la journée ils sont positionnés, ils attendent le passage du peloton. De temps en temps, le frigo et la boisson n'attendent pas. C'est ça, c'est que le frigo est bien plein, mais quand il passe, il est bien vide. C'est ça. En tout cas, ça va nous donner une superbe étape en arrivée du côté de Bayonne. Et puis dès le lendemain, encore en Nouvelle-Aquitaine, puisque Dax, qui n'avait pas accueilli l'étape depuis 2006, verra l'étape partir direction le Gers et Nogaro. Là, Jacques, clairement, ça a été conçu aussi pour rendre hommage à une légende que vous avez bien connue, Luis Ocaña. Racontez-nous un peu, Jacques, parce que c'est 50 ans après sa victoire sur le Tour de France. Ah oui, Luis Ocaña. J'ai eu la chance de courir ma dernière année professionnelle dans l'équipe Fagor, et c'est lui qui avait remonté cette équipe. Et Luis était un homme qui aimait beaucoup la bagarre, qui aimait vraiment qui avait du punch, ouais, c'est vrai, et qui était vraiment un homme admirable. Ouais. Il aimait la castagne et c'était un grand champion. C'est totalement logique de lui rendre hommage 50 ans après du côté dans cette étape Dax-Nogaro qui va arriver en plus sur le circuit automobile de Nogaro, très connu. Là aussi, ça va nous donner une carte postale fabuleuse. Hein. Ça, Christian Prudhomme, il est fort pour ça, il nous fait des étapes magnifiques. Mais attention, pareil, le Gers, c'est très accidenté, ça pique. Croyez-moi que ça va... ça peut être encore un parcours où le peloton aura du mal à contrôler les échappées parce que c'est un parcours très vallonné, très pareil, avec beaucoup de côtes, virages. Donc les sprinters ne sont pas à la fête, encore sur cette étape-là. On verra, mais ça ne sera pas facile. Hein. Vous avez eu l'habitude, Jacques, à votre époque, d'avoir des arrivées, je pense, à des vélodromes, par exemple. C'est toujours particulier. Là, on va arriver sur un circuit comme Nogaro. Pour les coureurs, ça change pas mal de choses, non? Oui, j'ai connu les arrivées sur vélodrome. Oui. On est arrivé sur Saint-Pierre-d'Oléron une année. On est arrivé sur Besançon, sur des pistes. Mais ça, maintenant, c'est plus très facile parce qu'avec pour mettre toutes les infrastructures de la télévision, des télévisions, des radios, il faut des emplacements très, très grands. Et donc, on voit plus d'arriver sur les vélodromes. Par contre, oui, le Nogaro, évidemment, c'est grand. Il y a de quoi mettre du monde. Et oui, ça serait une belle arrivée. Oui, au moins, il y a de la place. Les sprinters ne pourront pas dire que la route était sinueuse, là. Les gens risquent de s'en souvenir. Ça, c'est un peu la patte Christian Prudhomme et puis Thierry Gouvenou, bien évidemment. Mais le côté événementiel, une étape à l'île de Ré, une étape qui arrive au Mont-Saint-Michel, à Nogaro, en Corse, ça commence à s'accumuler et ça fait du bien aussi au Tour de France. Oui, c'est bien. Puis là, de remettre le Puy-de-Dôme, c'est bien. Sauf qu'on n'aura pas de public dans le Puy-de-Dôme, ce qui va être dommage. Parce qu'ils ont fait maintenant un petit train qui monte pour les touristes. Mais... c'est dommage parce que le Puy-de-Dôme avec le public, c'était quand on se rappelle du duel Anquetil-Poulidor sur ses pentes, vraiment c'était un régal de regarder cette étape-là. Et on va en parler dans un instant parce que Jacques il m'a placé une attaque foudroyante. Là, on est déjà passé à la 9e étape. Avant ça, il y aura quand même une étape qui s'annonce mythique aussi, la 5e, Pau-Larens. Pau, c'est une ville habituée du Tour de France. On est presque étonné quand on ne voit pas Pau dans le tracé du Tour. Oui, ça, Pau, c'est une ville qui fait partie de la légende du Tour de France. C'est énorme, beaucoup d'arrivées, beaucoup de départs. Enfin, oui, Pau. Vous avez en mémoire, Jacques, une arrivée ou un départ à Pau à votre époque? Une arrivée, justement l'année que j'avais le maillot jaune, on arrivait à Pau.
Et non, je n'ai pas le même jour, j'avais plus. Enfin, j'étais deuxième au général et j'avais sauvé ma place parce qu'on avait monté le col de Marie-Blanc et Marie-Blanc était à 30 km de Pau. J'avais réussi à faire une sacrée descente, j'avais bouché 3 minutes en descente et j'avais pu m'intercaler venir réinsérer l'échappée des costauds. Mais bon, le lendemain, il y avait un menu un peu corsé, c'était Aubisque, Tourmalet, Aspin, Pladadé. Et là, il a fallu tourner la première page pour me retrouver dans le classement parce que j'avais dégusté une petite vingtaine de minutes sur cette étape-là. Ouais, là, c'était entrée plat dessert ce jour-là. Entrée plat dessert, oui. Fallait digérer. C'était qui le premier devant vous, Jacques, là, quand vous étiez repassé deuxième du général? Bruyère, le Belge, de l'équipe CA. Bon, un Belge qui vous a un ancien équipier. Enfin, disons qu'après, quand j'avais pris le maillot, pardon. Il y avait un contre-la-montre par équipe le lendemain de 153 km à l'époque. Et nous, les Renault, on avait fait 4e. Ce qui fait que je suis retrouvé 4e au général. Et après, il y avait un contre-la-montre individuel à Saint-Émilion-Sainte-Foy-la-Grande, 55 km. J'avais fait 7e, ils nous avaient gagné. J'étais revenu 2e au général. Ouais, mais après, je n'ai jamais pu reprendre les commandes. Bon, en tout cas, Jacques a une bonne mémoire. Juste pour info, donc cette étape Pau-Larins, ce sera la 107e fois, la 108e fois même que Pau accueillera une étape du Tour de France. Le lendemain, il y aura le vendredi 7 juillet Mont-de-Marsan-Bordeaux. Donc là aussi, une étape 100% Nouvelle-Aquitaine. Et la patience des Bordelais a été récompensée. Jacques, ça faisait 13 ans que Bordeaux attendait de revoir le Tour. La dernière fois, c'était un contre-la-montre. C'était Bordeaux-Pauillac en 2010, remporté par Cancellara. Oui, c'est vrai. Un beau contre-la-montre, oui. Mais Pau, c'est vrai que Bordeaux, je veux dire, c'est une ville qui était avant, pratiquement tous les ans, une arrivée à Bordeaux. Hein. C'était vraiment la ville pour les sprinters. Ça dépend aussi des politiques, hein, Jacques, on le sait. Ah oui, c'est sûr. Ça dépend des maires aussi, oui. Alors là, justement, en parlant de... Enfin, c'est même surprenant parce que le maire actuel, c'était quand même pas trop sa tasse de thé, le Tour. Alors bon, mais enfin bon. Bon, on en parlait avec Victor tout à l'heure, notre spécialiste vélo qui était au Palais des Congrès. On a hâte de voir aussi, parce qu'on ne voudrait pas justement que les spectateurs soient lésés, puisqu'on se souvient qu'à La Rochelle, tout le monde était ravi d'accueillir le Tour, mais qu'au final, pour des prétextes de zéro carbone et d'écologie, les spectateurs n'avaient pas eu le droit à la distribution de goodies dans les rues de La Rochelle. C'est toujours un peu le problème avec les mairies écolos, c'est que... Non, mais même, il y aura quand même... Bordeaux, il ne faut pas s'attendre à des distributions. C'est pour ça que je pose la question. Parce qu'ils donnent très peu, je crois que c'est dans les derniers kilomètres, ils ne distribuent plus dans les 2-3 derniers kilomètres. Ouais. La caravane n'a pas le droit. En avant, oui, mais en amont, je veux dire, mais pas devant. Sur les derniers kilomètres, généralement, ils ne distribuent plus rien. Donc il faudrait être plus à Mont-de-Marsan qu'à Bordeaux. Non, mais même aux entrées de Bordeaux ou des choses comme ça, oui, c'est sûr. Enfin, maintenant... Oui, la caravane, ça fait bouger du monde, c'est sûr. Les gens sont aiment beaucoup les goodies, oui, c'est sûr. Et on ne va pas parler politique, on va rester du côté du sportif, parce qu'il y aura un peu trop de choses à dire avec Jacques. En tout cas, arrivé à Bordeaux, mais départ de Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, faut remonter quasiment à votre époque, Jacques, pour voir des étapes du côté de la cité landaise, puisqu'il y a eu une première fois en 1960 victoire de Roger Rivière, et en 71 victoire d'Eddy Merckx. Donc ça faisait longtemps là aussi pour Mont-de-Marsan. Jacques, pourtant, c'est une terre, les Landes, qui aime le vélo. Oui, mais moi, c'est sûr, de mémoire, j'ai jamais pris de départ ou d'arrivée à Mont-de-Marsan. Hein. Et même en tant que suiveur, parce que j'ai fait 27 Tours de France comme m'occuper des invités pour différentes marques. Et donc, on n'a jamais été à Mont-de-Marsan. Oui. C'est vrai que c'est une grande première, là. En même temps, quand Eddy Merckx gagne, ça fait classe sur le palmarès, on garde ça. C'est sûr, comme disait Raphaël Gemignani, on se rappelle plus de quelqu'un qui gagne sur une ville comme Mont-de-Marsan qu'à Seignos-le-Pénon. Ouais. Il nous amusait toujours avec ça, Gemignani, parce qu'il disait « Qui va se souvenir de gars qui a gagné à Seignos-le-Pénon ?» C'est vrai, il y a des villes qui portent plus que d'autres, c'est sûr. Le Parlement, mais bon, ça n'empêche pas que Seignos-le-Pénon était une jolie petite ville. Exactement, et on embrasse les habitants pour cette ville de Mont-de-Marsan, on l'a dit, qui sera ville étape du côté de la 7e. Ce sera le 7 juillet
précisément 7 juillet 2023. Le lendemain, là encore, 100% Nouvelle-Aquitaine, Libourne-Limoges avec la 8e étape. C'est la 4e fois que Libourne sera ville départ. La dernière fois, c'était une victoire de Wout van Aert qui, a priori, fera partie des agitateurs encore du peloton cette année. Et puis Limoges, il faut remonter à un succès de Marcel Kittel en 2016. Là encore, 2 villes qui ont l'habitude de voir le Tour de France. Une arrivée à Limoges, c'est toujours intéressant aussi. Oui, puis il y a des belles arrivées. Là. Il y a vraiment des infrastructures au niveau de la routière là, pour l'arrivée qui sont très bien. Là, il n'y a pas de souci. On ne verra pas des îlots et des ronds-points dans les derniers kilomètres comme on voit dans certaines villes. Mais bon, ça va être, oui, ça sera Limoges, ça sera encore une belle étape parce que ça va être encore un parcours quand même toujours pareil hein, pour les baroudeurs. Attention, hein, contrôler un peloton sur des parcours comme ça, c'est pas évident hein, parce que ça monte, ça descend hein, cette journée-là. Et on verra certainement du spectacle, oui. On y verra déjà un peu plus clair, 8e étape. Et en parlant des routes, on essaiera d'avoir dans le Nasport Show, et on l'embrasse, André Biancala de l'Assemblée des départements de France qui s'occupe des routes. Ils font un travail formidable. Et là, a priori, Jacques a raison de le préciser, Libourne-Limoges, ça devrait être plutôt facile. En revanche, pas évident pour la 9e étape, la fameuse dont Jacques voulait parler, Saint-Léonard de Noblat, direction Puy-de-Dôme. Et là, on est ravis parce qu'il y aura un hommage extraordinaire à Poupou, oui. La légende, le duel face à Anquetil 1964, ce duel qui a marqué l'histoire. Jacques, ça doit vous faire plaisir. Oui, parce que moi, j'étais à l'époque un fan de Jacques Anquetil, et j'étais vraiment un anquetiliste de première, alors que dans la France, c'était beaucoup de polydoristes. Vous n'étiez pas nombreux? On n'était pas nombreux, mais j'avais le meilleur. Non, mais j'ai toujours adoré Jacques Anquetil. Je me suis inspiré de lui pour ma position en vélo. C'était vraiment mon idole. C'est lui qui était au-dessus de mon lit, son poster. Et un des meilleurs souvenirs de ma carrière, c'est quand j'ai fait mon premier championnat du monde en 77 au Venezuela, à Saint-Cristobal. Jacques Anquetil était directeur sportif. Et Raymond Poulidor faisait son dernier championnat du monde. Et moi, je faisais mon premier championnat du monde. On s'est retrouvés à table le soir. C'était un rêve. Vous avez réussi à manger? Oui, et puis un beau championnat le lendemain, mais malheureusement, il a fallu que je passe ma roue à Bernard Thévenet. Dans les derniers kilomètres, il avait crevé. Donc j'étais équipier. Vous êtes sacrifié. Oui, voilà. Bon, il y a pire que de se sacrifier pour Bernard Thévenet. Non, mais bon, c'est l'équipe de France, déjà une sélection d'équipe de France, c'est un honneur. Et moi, c'était une grande joie d'être avec Jacques et Raymond. Et cette photo que l'on revoit régulièrement, le touche-touche dans la montée, la photo en noir et blanc, magnifique. Je crois qu'on le reverra, on va la voir, l'image, on va voir le résumé. Oui. Alors, c'était le grand bluff, là, parce que Jacques, il était pas très bien ce jour-là. Et racontez-nous un peu, Jacques, parce que les plus jeunes d'entre nous ont du mal à se rendre compte en voyant cette photo. Il n'y a pas les casques sur les motards, il n'y a pas les casques pour les coureurs, c'est du touche-touche. Ce sont deux légendes qui s'affrontent sur une route mythique. C'est toute une époque du Tour de France, ça. Ben, c'est ce que je préfère. Je préfère ça avec les casques aujourd'hui et les lunettes. Le problème, c'est si un coureur qui enlève son casque à l'arrivée, il n'y a pas beaucoup de gens dans la rue qui vont les reconnaître. Hein. C'est vrai. Puis bon, c'est vrai que les infrastructures routières aujourd'hui sont quand même plus compliquées. Alors je comprends que les gars ont des casques et tout, hein, puis c'est normal. Mais les images des efforts, des coureurs sans les casques, sans les lunettes, on voit c'est une autre image, je trouve, de l'effort quand on regarde les coureurs. Moi, j'adore ces images de cette époque-là. Et puis, ce sont aussi deux coureurs français qui jouent la gagne, et puis surtout qui représentent deux camps, parce que... Ah oui, la France était partagée. La France était divisée en deux. Jacques, c'est pas comme si aujourd'hui Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot étaient au touche-touche dans la montée du Tourmalet, par exemple. Il n'y a pas une France de Pinot, une France d'Alaphilippe. Là, il y avait une France Anquetil et une France Poulidor. Non, là, si c'est Pinot et Alaphilippe sur la même pente, ils encouragent les deux, mais il n'y a pas une rivalité dans le public. Et vous qui étiez pro-Anquetil, c'était pas énervant, ce côté on est derrière le second et en gros il n'y a pas le mérite de Jacques Anquetil était un petit peu... Le problème actuellement, c'est que dès qu'il y a un leader dans le Tour, comme cette année, quand c'était Pogačar au début du Tour, ça y est, des suspicions sur Pogačar. Et après, dès que c'était l'autre qui a pris les commandes, après les suspicions étaient sur l'autre, alors sur Vingegaard. Donc j'ai l'impression qu'on n'aime pas les gars qui gagnent. Enfin, on a toujours des soupçons,
non, quand c'est un Français, ça va, ça passe. Les gens ne se rappellent pas que Bernard Hinault, une année, a quand même gagné 9 étapes dans le Tour. Et aujourd'hui, quelqu'un fait ça, ils vont dire ouais, ben ça va être, il y aura encore de la suspicion. C'est vrai. Et alors que Bernard à l'époque quand même a gagné 9 étapes dans les Tours de France sur un tour. Ouais, c'est extraordinaire. Et voilà. Donc non, mais le cyclisme a changé, c'est certain. La façon de courir a changé. Le matériel a évolué. Enfin, moi, je vois les vélos aujourd'hui. Ça m'arrive de faire des sorties vintage avec l'ancien vélo qu'on me prête. Je me dis mais j'ai fait ça avec ce vélo-là, parce que j'ai les nouveaux vélos actuellement, moi aussi. Hein. Et je me dis, bon, ben, quand je vois Milan-San Remo avec les vieux vélos, on a fait 43 de moyenne sur 300 km, je me dis, bon, ben, on avait quand même des bonnes jambes. Oui, il y avait des bras et des jambes Ouais. d'une autre dimension. D'ailleurs, Jacques est encore très affûté aujourd'hui. Avant de vous laisser, Jacques, puisque le cyclisme a changé, le cyclisme a aussi changé côté féminin, puisque là, on va avoir la 2e édition du Tour de France féminin. Je ne sais pas si vous avez regardé la première, Jacques, avec notamment une équipe charentaise maritime. On a vu l'équipe du Stade Rochelet Charente-Maritime Women's Cycling. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce qu'il faut peut-être améliorer pour cette prochaine édition? Disons qu'il y a quand même une grosse disparité dans les forces. Mais il y a des filles qui vont vraiment très bien. Hein. Vraiment, on a quelques Françaises, mais dans les étrangères, le niveau est haut quand même. Hein. Je peux vous dire, il y a quelques garçons qui auraient du mal à les suivre. Hein. Enfin, je parle d'amateurs, hein, parce que bon, chez les pros, quand même, il y a du niveau. Mais non, chapeau, les filles, enfin. Et puis après, elles ont fait une belle course. Hein, la preuve, hein, c'était la grande lessive tous les jours, même dans la plaine. Ouais, beaucoup de chutes. Ouais, beaucoup de chutes. Oh, il y en a eu chez les garçons aussi. Bon, c'est certain que il y en a eu quand même pas mal. Ouais, à un moment, je me demandais un peu où ça allait aller comme ça, parce que c'est vrai que on a vu du spectacle. Hein. Oui, la pauvre Séverine Hérault qui a terminé toute seule dans son équipe du Bravo, Stade Rochelet. Ouais, bravo elle. Oui, bravo à elle et on espère qu'elles seront évidemment invitées cette année à l'édition 2023 du Tour de France, les filles du Stade Rochelet, et qu'elles brilleront dans cette compétition. Jacques, on va rappeler que l'on peut vous retrouver avec Jean-Michel Blaiseau en interview dans le superbe livre Le Tour de France, le Tour en Charente-Maritime, une histoire d'homme. C'est sur 1903 à 2020, donc il y a le maillot jaune de Jacques. Il y a un documentaire également des forçats de la route à l'échappée maritime qui va être diffusé dans un instant sur notre antenne, et où on retrouve Bernard Hinault, on retrouve Cyril Guimard, on retrouve Jacques Bossis également. Jacques, si on doit résumer pour terminer, c'est quoi votre plus beau souvenir dans votre carrière sur le Tour de France lors de vos 7 participations? C'est le maillot jaune évidemment? Oui, c'est le maillot jaune, c'est certain. Et puis un grand souvenir aussi, c'est les Jeux Olympiques de Munich que j'ai fait à 19 ans, qui reste aussi un grand moment sportif, mais... Oui, le Tour de France, bon, c'est l'épreuve où vous voulez briller le plus, c'est certain. Mais, vous voyez, quand j'ai fait 3e de Milan-San Remo, pour moi, j'adorais les classiques, de toute façon, d'un jour. Et pour moi, faire 3e de Milan-San Remo ou 4e du Tour des Flandres, des courses comme ça, des courses qui sont vraiment des classiques mythiques, pour moi, c'est des victoires. Je garde des bons souvenirs de ça aussi. Ouais. Mais bon, en numéro 1, c'est vrai, le maillot jaune, le jour où vous enfilez ça, vous dites, quand vous étiez gamin, vous regardez le classement, Anquetil, derrière, Poulidor, machin. Et puis tout d'un coup, le soir, vous regardez la télé, c'est votre nom qui apparaît en haut de l'affiche. Ça, oui, ça remue quand même. Et ça restera à jamais. Oui. Il y aura à jamais le nom de Jacques Bossis dans le grand livre du Tour de France, qui est loin d'être terminé d'écrire, tellement cette compétition est extraordinaire et tous les Français l'aiment, et forcément tous les gens rêvent un jour, les fans de vélo, d'avoir le maillot jaune. Jacques Bossis l'a porté. Oui, mais vous voyez, le Tour de France, on a la plus belle épreuve du monde, et il faudrait... J'ai un peu d'inquiétude, c'est à la base. Plus beaucoup de coureurs minimes, plus beaucoup de coureurs cadets, juniors. Et attention, hein, c'est bien beau d'avoir une belle pyramide, mais si la base s'écroule, attention quand même. Donc j'aimerais que les jeunes se mettent au vélo un peu plus, et puis que, je sais pas, il y ait un peu plus de courses dans les communes, parce que ça diminue. À l'époque, vous aviez une frérie, enfin une fête de village, il y avait une course de vélo. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare. Les parents sont obligés d'emmener les coureurs courir à des centaines de kilomètres. Et ça, c'est inquiétant. Moi, j'ai peur que le cyclisme en souffre.
Vous êtes toujours en Charente-Maritime. Il n'y a pas eu d'effet justement du Tour de France qui est revenu 17 ans après en Charente-Maritime sur le nombre d'inscriptions de licenciés? Ce qu'il nous faudrait, c'est comme quand dans le foot, il y a l'équipe est championne du monde, il nous faudrait un... Bon, Julien Alaphilippe porte bien les couleurs, mais il nous faudrait quand même un coureur sur le Tour de France qui vienne titiller le maillot jaune. Oui. Enfin, qui vienne vraiment... Peut-être la série à venir sur Netflix, si elle cartonne, ça va peut-être amener des jeunes au vélo. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite au cyclisme et on vous remercie chaleureusement, Jacques, d'être venu, d'avoir accepté l'invitation de NATV dans le NASPORT Show. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous, c'est un plaisir de passer un petit moment avec vous. Et on vous rappellera, Jacques, pourquoi pas venir lors du Tour de France 2023, être le consultant de NATV. Pas de souci, hein. On peut voir ça. Merci beaucoup, Jacques, à très bientôt. Merci à vous. Jacques Bossis était avec nous, la légende charentaise maritime du cyclisme. Jacques Bossis qui évidemment reviendra dans le NASPORT Show quand le Tour de France approchera en juillet prochain. Dans un instant, on va parler rugby, on va parler du métier d'agent avec l'un des agents les plus influents du top 14 actuellement. C'est Damien Dussault qui nous fera le plaisir d'être dans le NASPORT Show. C'est lui notamment qui a découvert la pépite de l'Union Bordeaux-Bègles, Madoche Tamboué. C'est lui aussi l'agent de Gourtro Steenkamp. Il pourra donc tout nous dire sur ces deux personnages influents du top 14. Et puis il y aura également du football avec la Coupe de France, le 7e tour de la vieille dame. Il y aura de la pétanque avec le président de la Fédération française. Il y aura du nautisme et de la voile à J-9 du départ de la route du Rhum. On viendra prendre la température à Saint-Malo avec Jean-François Pibre. Vous l'avez compris, programme coriace dans le NASPORT Show. Restez bien avec nous sur NATV. On revient dans un instant. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. Natu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. Natu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. Natu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. Natu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. Natu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show, on va parler rugby avec dans un instant évidemment le calendrier et le classement avant la 9e journée de Top 14, mais on va démarrer le rugby avec un invité, le jingle rugby, et on accueille Damien Dussault avec nous. Et notre invité, je le disais, c'est l'un des agents les plus influents en ce moment du Top 14. C'est lui notamment qui est à l'origine de la venue de la pépite Madoche Tamboué du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. On va en parler. C'est également l'agent de Gourtro Steenkampf du côté de La Rochelle. Il est avec nous en duplex depuis Toulouse. C'est Damien Dussault qui nous fait l'honneur d'être dans le Nasport Show. Bonsoir Damien. Bonsoir Benjamin. Damien, vous êtes, je le disais, basé à Toulouse. On va raconter un petit peu, avant de parler de vos pépites, de vos protégés, on va parler un petit peu du métier d'agent, parce que souvent les gens ont la fausse image du métier d'agent de footballeur. Ça n'a rien à voir en rugby, parce qu'il n'y a pas le côté on prend cher pendant les périodes de mercato estival et hivernal. Agent de rugby, c'est un travail de longue haleine, c'est toute l'année. Là, vous n'êtes pas du tout en vacances en ce moment. Non, en rugby, effectivement, il n'y a pas de... Enfin, il y a un mercato, mais ça s'organise tout à fait différemment. On est sur la saison entière, on va dire. On travaille un petit peu tout le temps. Et en ce moment, on prépare déjà la saison 2023-2024. Donc, effectivement, c'est plutôt une période active. Ce n'est pas une période de vacances, à l'inverse du football, qui doit probablement attendre le mercato d'hiver. Et contrairement au football, il n'y a pas de transfert avec des commissions à prendre sur les mouvements. Donc c'est totalement différent, hein. Les deux sports n'ont rien à voir au niveau du métier d'agent. Non, je pense effectivement que c'est totalement différent de par la nature des contrats, où les joueurs aujourd'hui à 95% vont au bout de leur contrat. Après, on voit de plus en plus de rachats de contrats dans le rugby. Je pense que les transferts, c'est... un vieux serpent de mer dans le rugby. Ça arrivera probablement pour créer une autre sorte d'économie, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour pour cette saison. Et il y a un travail psychologique, hein. On voit les clubs de rugby faire de plus en plus appel à des préparateurs mentaux. Vous vous occupez, Damien, beaucoup d'étrangers, notamment de Sud-Africains. Il y a aussi ce côté un petit peu psychologique, ce côté nounou, ce côté papa d'adoption dans votre travail au quotidien. Il y a pas mal de choses à gérer du côté psychologique. Je pense que c'est, en tout cas par nature, ou comme moi j'entends faire le métier d'agent, c'est important de nouer des relations proches. Effectivement, on intervient sur beaucoup de choses dans le domaine aussi de la vie privée et au-delà de la vie sportive. Et puis, on est souvent le premier point de contact, on est souvent le premier confident aussi. Donc oui, il y a un aspect psychologique assez important à développer avec les joueurs. D'autant plus quand on a des joueurs étrangers, Damien, je suppose, par rapport à un joueur français qui a sa famille à proximité. Quand on fait venir un joueur étranger en top 14, en Pro D2, en national, peu importe, il y a aussi ce côté-là. Il peut y avoir la saudade, comme on dit au Brésil, pour les joueurs étrangers. Et là, l'agent est très important. Je pense que c'est important parce qu'un joueur qui, effectivement, déjà aider un joueur étranger à son arrivée à bien s'installer, c'est important qu'il retrouve des repères dans le choix, dans des choses assez concrètes, hein, dans le choix d'une maison, dans le choix de la vie quotidienne, on va dire. Et effectivement, on est le point de contact parce qu'on est la seule personne sur le territoire qui connaissait avant de venir. Donc, la personne à qui ils font une entière confiance pour pouvoir créer des conditions de vie qui leur permettent de bien vivre et d'être le plus performant possible aussi quand ils sont sur le terrain. Et ça donne un agenda assez chargé quand on est agent de joueur. Ça se passe comment l'organisation, Damien? On rappelle que vous êtes agent de joueurs de rugby. Ça se passe comment d'un point de vue familial, personnel? Notamment, il y a beaucoup de week-ends qui sont consacrés au déplacement, au match. Il y a un téléphone qui peut sonner à tout moment, même la nuit. Ça doit être compliqué à gérer, non? On essaye de s'organiser, surtout quand on est papa, pour pouvoir consacrer du temps
ses enfants, en l'occurrence à ma petite fille. Donc ça, c'est quelque chose d'important, consacrer aussi du temps à la vie de famille avec ma compagne. Je pense qu'avec l'expérience, ça fait 12 ans que je suis agent, on apprend les moments où on peut un peu couper, les moments qui sont privilégiés. Les joueurs, ils le savent aussi. Mais effectivement, c'est beaucoup de temps sur les matchs, beaucoup de temps en déplacement. C'est une vie peut-être un peu plus particulière et moins sédentaire, on va dire. C'est pas une vie de bureau classique avec un 9-17. Mais on essaye de garder. En tout cas, moi, j'ai toujours fait en sorte de garder des moments privilégiés. Par exemple, tous les joueurs, ils savent que le samedi matin, hors à ce que je sois en déplacement, ce qui peut arriver, ça ne sert à rien de m'appeler. C'est le moment qui est consacré au temps avec ma fille. Et il faut aussi garder la ligne en plus du temps pour soi, Damien, parce qu'il y a beaucoup de contrats, de choses, de négociations qui se passent à table dans le milieu du rugby. Et il y a des sacrés clients, il faut suivre, il faut faire un peu de sport pour essayer de ne pas trop prendre de poids, je suppose. On essaye de se maintenir un peu en forme. Après, il faut aussi être respectueux des gens autour de la table, hein. C'est pas la même chose de signer des contrats de piliers ou des contrats de trois quarts. Mais non, ça fait partie quand même des moments agréables, on va dire, du métier. Euh, Parce que on a la chance quand même d'avoir des rapports humains privilégiés avec les gens, justement, de pouvoir partager un bon repas pour une signature, pour une négociation, pour une discussion, pour présenter un joueur. C'est vrai que c'est plus agréable que d'être enfermé dans un bureau tout le temps. Donc, c'est une bonne chose. Et effectivement, après, on essaye de se maintenir un peu en forme, mais c'est pas toujours facile. Est-ce que le marché a été différent à gérer et le métier d'agent différent cette année en année de Coupe du Monde, Damien, ou ça change pas grand-chose par rapport à d'habitude? Si, ça change forcément un petit peu les choses parce que c'est des cycles de 4 ans, c'est des cycles internationaux. Donc les joueurs, notamment les joueurs internationaux, peu importe les nations, ils sont sur une fin de cycle parce que la Coupe du Monde, c'est un objectif. Ils savent que derrière, mais peut-être que ce sera plus un objectif pour eux ou peut-être qu'ils sortiront de groupe. Donc ils vont vouloir chercher peut-être à changer de club pour rentrer dans un nouveau cycle, changer de pays pour certains. Ça change quand même beaucoup la donne, on va dire, de ce point de vue-là. Et d'un autre point de vue, pour les clubs, il faut aussi faire attention parce que les clubs qui auront beaucoup d'internationaux ne les auront pas pendant un certain temps la saison prochaine. Donc ça change aussi cet aspect-là du recrutement, je pense, pour eux. Parmi les prétendants à la victoire finale en Coupe du Monde, il y a l'Afrique du Sud. Vous avez, Damien, un rapport privilégié avec cette nation et avec les joueurs sud-africains. Vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où c'est venu ce rapport à l'Afrique du Sud et pourquoi vous avez eu autant de joueurs sud-africains? Je pense que c'est venu parce que c'est un pays dans lequel je me suis déplacé avant même de devenir agent. Donc ça m'a permis de créer un réseau, on va dire. Et puis quand j'ai commencé, finalement, les agents n'étaient assez peu enclins, on va dire, à aider les joueurs en dehors du terrain. Moi, c'était plutôt comme ça que je voyais les choses. Donc, ça, ça, comment dire, ça a créé des relations fortes avec certains joueurs. Et puis, les Sud-Africains, au final, sont peut-être d'obédience plus anglo-saxonne que latine. Et eux, voilà, un joueur satisfait, il va le dire à beaucoup de coéquipiers, etc. Et ça a un peu fait, on va dire, effet boule de neige. Donc, je m'y suis souvent déplacé pour rencontrer les joueurs, pour essayer de bien comprendre. Et puis, c'est important d'essayer de comprendre leur culture pour pouvoir bien leur expliquer que, en France, au-delà de la langue ou au-delà d'un autre pays, on a une culture différente et essayer, pour revenir à l'aspect psychologique dont on parlait tout à l'heure, de bien les préparer à faire face, on va dire, à d'autres méthodes de management, d'autres méthodes d'entraînement, une autre atmosphère, etc. Et parmi les Sud-Africains, il y avait forcément en tant que joueur, l'un des plus connus, c'est Gurtro Steenkamp. Il est resté avec vous maintenant qu'il est passé de l'autre côté, qu'il est passé du côté du staff. Début rêvé pour Gurtro Steenkamp, Damien, il arrive à La Rochelle, direct, l'équipe est sacrée championne d'Europe. Je suppose que pour lui, l'aventure en Charente-Maritime a débuté parfaitement. Exactement. Pour l'anecdote, c'était la seule compétition qu'il n'avait pas remportée en tant que joueur, qu'il avait disputée, parce que toutes les compétitions qu'il avait disputées au moins une fois en tant que joueur, il les a toutes gagnées, que ce soit en France pour le top 14, à part la Coupe d'Europe. Au niveau international, il avait gagné le Four Nations, la Coupe du Monde. En Afrique du Sud, il avait gagné le Super Rugby, la Currie Cup.
Donc déjà, ça lui tenait à cœur, je pense. Et puis effectivement, ça se passe très très bien. La Rochelle, c'est un club très structuré, c'est un grand club de France et d'Europe aujourd'hui. Et pour lui, c'est une super opportunité de pouvoir continuer à développer sa carrière d'entraîneur dans un si grand club. Et un club qui aujourd'hui, comment je peux dire, est plutôt vers le haut et plutôt à le vent en poupe, on va dire. Il a pour l'instant une ascension palier par palier au niveau de sa carrière d'entraîneur. On sait que c'est quelqu'un de très intelligent qui est diplômé, quelqu'un qui a aussi beaucoup d'ambition. Comment ça se passe, la gestion d'un Gurtro Steenkamp, Damien, on y va petit à petit et on essaye de monter le plus haut possible, c'est ça? L'idée, ça a toujours été de pas. Je pense qu'il a l'humilité nécessaire pour ne pas se dire, voilà, de par le passé de joueur que j'ai, je pourrais être tout de suite manager d'une équipe. L'idée, ça a été d'apprendre et de franchir différents paliers petit à petit, de se former, d'avoir différentes expériences, effectivement, pour probablement un jour devenir un grand manager parce qu'il aura accumulé beaucoup d'expérience. Moi, je reste à penser que il a des grandes qualités sur l'aspect technique, que ce soit en général sur les joueurs d'avant, sur la mêlée, mais aussi sur la touche, sur les rucks. Mais sa plus grande qualité, probablement en tant qu'entraîneur ou manager au sens large du terme, c'est l'aspect motivation, l'aspect relationnel entre lui et les joueurs. Et c'est ce qui fait que je pense qu'un jour, ce sera un grand manager. Oui, le but à long terme, c'est pas de se cantonner au travail de la mêlée ou au travail des avants. Damien, c'est vraiment de prendre un rôle de manager global d'une équipe. Tout à fait. L'idée, on va dire, ou la finalité, ce sera ça. Aujourd'hui, donc, il entraîne la mêlée chez les pros de La Rochelle et les avants des espoirs et du centre de formation. On va dire que l'idée, c'était effectivement d'acquérir des expériences graduellement et petit à petit. On n'en est pas encore là, mais ça arrivera, et j'espère pour lui, le plus tôt possible. Mais on va dire, en tout cas, au moment où il sera prêt, ça arrivera. Et l'idée, effectivement, un jour, c'est d'être manager et de pouvoir créer, en tout cas, mettre en place sa propre vision en la collant à celle d'un club parce qu'elle colle bien ensemble. Donc ça peut être un candidat potentiel et affirmé en cas de départ dans pas longtemps de Ronan O'Gara. A priori, c'est pas ce qui est dans les plans, à ma connaissance, mais il faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire Fontaine, effectivement. Pour Gurtro Steenkamp, en tout cas, le début d'aventure avec le Stade Rochelais est absolument magnifique et le travail a été parfaitement effectué, d'autant que ce n'était pas facile parce qu'avec le départ de Jono Gibbs et de Zirakashvili, si je me souviens bien, au niveau du staff de La Rochelle, il y avait une pression parce que tout était parfait au niveau de la première ligne et de la mêlée. Du côté de La Rochelle, c'était devenu une force et une réputation assez haute dans le top 14 et ça a été maintenu au niveau de la qualité, voire augmenté. Donc chapeau à Gurtro Steenkamp, Damien. Merci pour lui. Ouais, effectivement, je pense qu'au départ, il a fallu voilà, prendre ses marques, montrer des choses. Voilà. À La Rochelle aussi, les joueurs qui l'entraînent, notamment pour la mêlée, c'est pas des débutants, c'est des grands joueurs. Donc il a fallu aussi créer des relations fortes avec ces joueurs-là pour Gurtro afin que le travail soit le plus efficace possible. Je pense que l'an dernier, ça a très très bien fonctionné en mêlée, mais ça fait partie des choses qui ont été assez fortes, on va dire, depuis qu'il est arrivé et qui leur permettent, je pense, de jouer les premiers rôles en top 14 ou en Champions Cup. Et en tout cas, il est très affûté. On l'a vu récemment lors du match contre Toulon à Deux Flandres. On sent qu'il y a une émulation, même au niveau du staff à La Rochelle. Gurtro Steenkamp qui doit aller de temps en temps chipper les appareils de muscu aux joueurs, Damien, parce que là, il est en pleine bourre. Il pourrait dépanner presque sur le terrain. Je ne sais pas s'il pourra encore jouer. En tout cas, il est très, très affûté. C'est quelqu'un qui prend très, très soin de lui. Et c'est quelqu'un qui est capable de faire ce qui est un autre, on va dire, de ses hobbies ou une autre de ses passions, du zoo fitness à 5h ou 6h du matin. Il a une motivation qui est assez rare. Et ça lui permet aujourd'hui, à plus de 40 ans, de rester en très, très grande forme. Et on va parler d'un autre personnage du top 14 que Damien connaît, puisque Damien est son agent. C'est la pépite, c'est Madoche Tamboué, lui qui a joué en Afrique du Sud, même s'il est né en République démocratique du
du Congo. Tout le monde ne parle que de lui en ce moment. Je suppose que, du coup, Damien, vous devez être sollicité parce que c'est vous qui l'avez ramené du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Comment ça s'est fait, cette histoire? C'est un joueur que je connaissais depuis un certain temps, que je suivais, on se connaissait, nous discutions, et puis à un moment donné, il s'avère que c'était le bon moment, je pense, pour lui, pour venir en France, pour tenter autre chose dans sa carrière. Euh, bon, les médias, vos collègues s'en sont largement fait l'écho du fait qu'il n'est pas sélectionnable pour les Springboks, donc c'était un moment important pour lui de faire ce choix-là à peine 25 ans au moment où il a pris la décision. Et puis il s'avère que ça a collé assez rapidement avec Bordeaux comment dire, dont c'était qui avait besoin d'un remplaçant à Benlam, on va dire, et pour qui ça a été une opportunité, et ça a matché de suite. Il y avait clairement comment je peux dire, il y avait une volonté commune qui fait que ça s'est fait très rapidement. Bordeaux, les supporters se plaignaient un peu des différents départs. On pense à Seuilteni à La Rochelle, à Benlam dont vous venez de parler, Damien. On pense à Paiva, des joueurs comme Roumad, des joueurs comme Cameron Woki et Tamboué. L'adaptation a été très rapide et surtout il est entré du coup directement dans le cœur des supporters. Ça a dû aussi lui le mettre en confiance de sentir autant d'amour aussi rapidement. Je pense qu'il a été surpris, non, mais un peu quand même, et agréablement surpris, notamment le premier match contre Toulouse, au-delà du fait qu'il n'ait pas remporté le match, il marque un doublé. C'est assez rare de faire un premier match avec autant d'opportunités, on va dire, et de briller face à une grosse équipe. Et puis voilà, il y a une ferveur, le stade Chabandelmas est toujours plein. Je pense que pour lui, et comme pour tous les joueurs de l'UBB, c'est quelque chose de génial. Et ça donne, j'imagine, encore plus de motivation à réussir, à remporter des matchs et à donner le meilleur possible. Et quand on le voit évoluer, Damien, là, depuis le début de la saison, alors c'est un peu la phrase bateau de journaliste, mais on ne voit pas trop de limites, on ne voit pas quelle est exactement sa marge de progression. On a l'impression qu'il peut aller très haut. C'est un avis que vous partagez, on suppose, en tant qu'agent. Il n'est qu'au début d'une brillante carrière. Je pense que ce que les gens ignorent un petit peu, c'est qu'il a 25 ans et aujourd'hui, il joue au niveau professionnel depuis qu'il a 19 ans. Il avait joué avant pour les Lions, pour les Sharks, pour les Bulls. Il avait des statistiques incroyables en Afrique du Sud au niveau professionnel et à très très haut niveau, que ce soit en Super Rugby, en Currie Cup ou en URC. Il avait déjà beaucoup marqué, mais effectivement, c'est des championnats qui sont assez peu suivis par le grand public en France, je pense. Je pense qu'il a atteint aussi une certaine forme de maturité. On peut toujours être meilleur et je pense qu'il travaille pour toujours être meilleur, mais il arrive quelque part en maîtrisant son jeu, avec une capacité d'adaptation assez phénoménale dans le jeu, au-delà des essais, au-delà de ses qualités de vitesse, de ses qualités à gagner les premiers duels, à franchir les défenses. Sa capacité à s'être intégré dans un plan de jeu et à être capable justement d'en sortir un petit peu pour proposer des choses, c'est-à-dire pas rester cantonné à son aile, venir se proposer dans le jeu. Ça montre aussi un joueur qui a vraiment une compréhension du jeu assez grande. Et je pense que le meilleur, il y a eu beaucoup de très très bonnes choses, mais le meilleur, il est encore à venir, je pense. Sky is the limit avec Madoche Tamboué, c'est ça, Damien? Probablement. Après, je lui souhaite de réussir. Lui, je pense qu'il a vraiment la volonté d'être le meilleur qu'il puisse être. Et ce qui est impressionnant, je trouve, chez lui, c'est sa détermination qui est extraordinaire sur et hors du terrain. C'est quelqu'un qui fait attention à son hygiène de vie de manière, c'est pas un ascète, mais de manière quand même quasi parfaite. Dont l'ambition, c'est d'être le meilleur joueur qu'il puisse être. Donc, qui met tout en œuvre sur et hors du terrain pour ça. Donc, à partir du moment où je pense on se donne tous ces moyens-là, effectivement, il n'y a pas forcément de limite. J'ai entendu dire que du coup, Christophe Furios vous appelait nuit et jour, Damien, pour avoir un deuxième Madoche Tamboué l'année prochaine. Je sais pas si... Alors, on ne va pas dire qu'il m'appelle nuit et jour, mais lui ou d'autres clubs, effectivement, ça a eu un effet, comme je pense, ça a un peu surpris les gens, voilà, de trouver un joueur qui sortait un peu des sentiers battus, on va dire, qui n'était pas international et que les clubs français n'avaient pas forcément scouté avant ou vu suffisamment.
que ce soit lui ou d'autres clubs, on peut me dire, voilà, si jamais il a un petit frère, tu penses à nous. Bon, on va vérifier l'arbre généalogique de la famille Tamboué. En tout cas, s'il est aussi bien physiquement, c'est peut-être aussi parce qu'il y a un très bon staff du côté de Bordeaux, dont le préparateur physique qui vient d'ailleurs de la Nouvelle-Aquitaine, qui vient de la Vienne, c'est Mourad Abed. Et là aussi, c'est quelqu'un de votre portefeuille d'agent. Damien, c'est peut-être le trublion de votre portefeuille? Déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, Mourad. Au-delà de ses qualités de préparateur physique, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé depuis très longtemps. Donc, quelqu'un avec qui j'ai une bonne relation, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'humour. Et je pense justement que c'est un des secrets de sa réussite dans sa carrière, au-delà de l'aspect préparation physique pure. Je pense que c'est aussi son humour qui lui permet de nouer des relations proches avec les joueurs et qui justement lui permet de les aider à essayer de dépasser certaines limites d'un point de vue physique. Et il a un point commun avec d'autres de vos clients, c'est d'être passé par Montauban. On pense à Florent Vichorek qui est dans le staff de Montauban. Et on pense à Simon Augry aussi qui vient d'arriver à Biarritz cet été en provenance de Montauban. Le troisième ligne qui sera d'ailleurs, enfin qui est d'ailleurs titulaire ce soir puisque Biarritz, au moment même où on est en train de parler de Simon Augry, Biarritz joue face à Rouen. On a l'impression que son intégration est parfaite pour l'instant du côté du BO, même si évidemment il rêverait peut-être à un peu plus de victoires en championnat. Je pense que collectivement, je pense qu'ils ont un petit peu, l'équipe avait beaucoup changé avec la descente et qu'ils ont mis quelques matchs à prendre la mesure de cette Pro D2, mais j'ai l'impression que sur le deuxième bloc de match dans lequel on est, c'est rentré dans l'ordre. Simon, il avait besoin d'une nouvelle étape dans sa carrière. Il n'était pas forcément très loin de signer dans certains clubs de top 14. Il y a eu l'opportunité de Biarritz, qui est une très très bonne opportunité parce que c'est un très bon club qui va jouer les premiers rôles. Et Simon, voilà, il y a eu peut-être, voilà, il a mis un ou deux matchs à s'adapter. Aujourd'hui, je pense qu'il a pris la pleine mesure des choses et aujourd'hui, il se montre indispensable et il enchaîne les matchs titulaires ces 3 ou 4 derniers matchs. Et ça se passe plutôt très bien, on va dire, parce que c'est une équipe qui lui correspond, qui développe du jeu, et c'est un joueur qui a des qualités quand même, notamment balle en main, c'est un joueur qui est capable de défendre fort, c'est un joueur qui a des qualités sur le jeu aérien et notamment en touche, assez complet, et je pense qu'avoir un nouveau rôle, on va dire, arriver dans une nouvelle équipe avec le passé qu'il a eu à Montauban, ça lui donne un rôle peut-être avec un peu plus d'envergure ou un peu plus de responsabilité à prendre, et ça correspond à une bonne étape dans sa carrière pour le futur. Facile de négocier avec le président Jean-Baptiste Aldiger? Non, non. Après, c'est pas forcément le plus difficile. Ça dépend, j'imagine, ce qu'on aime ou pas. Je n'ai pas trouvé ça difficile. Je pense qu'ils ont une manière de fonctionner qui est plutôt bonne justement. Matthew Clarkin, le directeur sportif, est très clair quand il veut un joueur. Il sait, en l'occurrence concernant Simon, voilà, qui veut ce joueur et que c'est en tout cas sur l'analyse sportive, c'était très très fin, j'ai trouvé. Après, forcément, il y a un aspect de négociation, une discussion, etc. Le président Aldiger, c'est peut-être pas celui qui va accepter les plus grandes largesses. Pour autant, il a été juste dans ce qu'il a proposé. Donc, on a réussi à se mettre d'accord. Et je dirais pas que c'est le plus difficile, mais peut-être qu'il est plus fermé que d'autres. Mais il est là aussi pour protéger son club et il le fait bien, donc c'est normal. Et nous, on adore le recevoir dans le Neuf Sport Show. Jean-Baptiste Aldiger, le président du Biarritz Olympique. La dernière question avant de passer au top 14. On est avec Damien Dussault, je le rappelle, agent de joueurs. On voulait juste parler de la belle histoire, puisque vous avez aussi les frères Williams du côté du bassin d'Arcachon, du rugby club bassin d'Arcachon. On connaît les frères Williams en football, avec Iñaki Williams notamment à Bilbao. Les frères Williams en rugby, ça donne quoi? C'est facile de s'occuper de frères? C'est particulier, mais c'est assez facile parce que, bon là, en l'occurrence, ils réalisent un rêve qu'ils n'avaient jamais réalisé auparavant. Ils n'avaient jamais joué ensemble dans toute leur carrière. Jeff Williams, il avait beaucoup bourlingué en France, au Royaume-Uni. Il est international à 7 anglais quand même. Il a joué à Basse, puis est venu en France. Ensuite, il a joué à Béziers. Et puis, il a eu cette opportunité au bassin d'Arcachon
grâce à Frédéric Boitier, grâce à Simon Mannix, qui a été une très bonne opportunité. Et puis à un moment donné, s'est présenté le fait de pouvoir être rejoint par son frère, parce que ça correspondait aussi aux attentes du club. Mais voilà, c'est assez exceptionnel, je pense, pour deux frères de pouvoir jouer ensemble. Et après, ils ont la chance aussi d'être dans un cadre de vie, voilà, bassin d'Arcachon. Ils ont aussi joué dans certains clubs. Matt Williams, qui vient d'arriver plus récemment au club, avant il habitait dans la banlieue de Manchester. Jeff, il a aussi été à Rodez, etc. Et c'est pas pour offenser ces villes-là, mais bon, on va dire que sur les destinations privilégiés de vacances ou de lieux de vie, tout le monde choisirait plutôt Arcachon que ces endroits-là. Ça permet à Damien, de temps en temps, de manger des huîtres à la place de la viande et c'est pas plus mal. En tout cas, merci beaucoup, Damien, d'avoir été notre invité dans le Nasport Show. Interview à retrouver en replay sur la page YouTube de NATV. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous, Benjamin, pour votre invitation. Et on continue de parler rugby avec cette fois la présentation de la 9e journée de Top 14. Je vous rappelle le calendrier de cette 9e journée avec à 15h en ouverture demain Castres face à Clermont. Comme d'habitude, un bloc de rencontres en multiplex à 17h avec Brive qui va devoir réagir absolument à domicile face au Racing 92. La Rochelle va recevoir Pau dans un duel 100% Nouvelle-Aquitaine. Le champion en titre, Montpellier, va affronter le Stade français. Il y aura Perpignan-Lyon toujours samedi à 17h. À 21h05, l'Aviron Bayonnais tentera de créer l'exploit et de rester invaincu à Jean Daugé. 21h05 donc face à Toulouse, et puis dimanche à 21h05 Madoche Tamboué et l'UBB dont on vient de parler défiera Toulon. 21h05 donc le choc de dimanche soir, un match assez particulier puisque le stade Chaban-Delmas va être en fête. Le stade Chaban-Delmas désormais officiellement classé monument historique. C'est la préfète de la région, Fabienne Bouchot, qui a signé un arrêté lundi dernier. Il y avait déjà eu 2 tentatives de classement en monument historique en 2000 et 2016, ça n'avait pas marché. Désormais c'est officiel, ce monument de la Gironde a été classé monument historique. Et puis juste une autre petite info concernant le match de Bayonne face à Toulouse samedi soir à 21h05. L'arbitre de la rencontre sera néo-zélandais, ce sera Ben O'Keefe, l'un des meilleurs arbitres du monde. C'est dans le cadre d'un échange international entre les arbitres des différents championnats. Je vous rappelle le classement du top 14, toujours dominé par le stade toulousain, vous le voyez à l'image. 32 points pour les hommes du Gomola devant le stade français, 2e avec 23 points. 3e, le stade Rochelet. Puis dans le bas de tableau, Brive sera dans l'obligation de ramener des points avec un calendrier pas évident pour le CA Brive-Corrèze. 12e Brive, 13e Pau, 14e et Lanterne Rouge, Perpignan. Pau et Perpignan qui compte 10 points. L'actualité du rugby, c'est aussi l'actualité du rugby féminin avec tout d'abord demain à 5h30. Il faudra se lever très tôt pour le quart de finale de la Coupe du Monde féminine. L'équipe de France va affronter l'Italie. On connaît la composition de départ avec la bordelaise Agathe Socha qui est titulaire au talon, tout comme sa coéquipière au Stade Bordelais, Madou Soufal, qui sera titulaire en 2e ligne. Madou Soufal qui formera la 2e ligne avec Ferrer en charnière, bien évidemment. On retrouve Drouin en 10, Bourdon en 9 et à l'arrière Boulard. Voilà pour l'information 15 de France. Et puis coup de chapeau aux 27 joueuses des 3 armées et de la gendarmerie nationale, puisque l'équipe de France féminine de l'armée a remporté la Coupe du Monde militaire. C'était du côté de la Nouvelle-Zélande à Auckland, en plus sur une terre de rugby. On voit les images là avec la médaille d'or. Chapeau les filles, une nouvelle médaille d'or. On espère que les hommes à la Coupe du Monde 2023 vont imiter les 27 joueuses des 3 armées et de la gendarmerie qui ont décroché le titre suprême. Dans un instant, on parle football dans le Nasport Show. On va parler également pétanque ou encore nautisme. On revient dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur NATV. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement.
NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour pour la deuxième partie du Nasport Show. Nous sommes ensemble de 20h à 22h le soir pour décortiquer l'actualité sportive de la région Nouvelle-Aquitaine. Et dans un instant, on va parler nautisme ou encore pétanque. Mais tout de suite, place au football dans le Nasport Show. Et le football ce week-end, c'est bien évidemment pour la région Nouvelle-Aquitaine le 7e tour de la Coupe de France. Je vous rappelle les affiches avec des matchs en cours actuellement. Stade Poitevin-Châteauroux, Angoulême-Trélissac. Demain à 14h, le FCE Mérignac-Carlac face au Chamois de Niortais. Aigues-Mortes à 15h face au Pau FC. Il y aura à 19h plusieurs rencontres, 3 en l'occurrence avec Aigues-Mortes contre Pau, il y aura Biars-Bretenoux face à Bergerac, il y aura Châtellerault contre le SA Mérignac ou encore Choré face à Avoine-Chinon-Ciné. Le FC L'Escar samedi à 20h face à Boët-Bonencontre. Le Stade Bordelais à 20h samedi face aux Girondins de Bordeaux, c'est le derby au Scapulaire. Et puis dimanche à 14h, l'un des deux petits poussés de ce 7e tour de Coupe de France concernant la région. L'AS Merpin, club de R2, jouera face à l'US Lège-Cap-Ferré, club de N3. Et pour parler de cette rencontre, nous sommes avec le président de l'AS Merpin, c'est François Sauton qui nous fait le plaisir d'être dans le Nasport Show. Bonsoir président. Bonsoir. François, vous commencez à être un client habitué entre LFNA TV, le Nasport Show. Vous commencez à avoir votre ronde serviette à NATV. Là, maintenant, ça va être facile. Vous allez pouvoir devenir consultant. C'est sûr, on y prend goût. On se prend au jeu à force. Les sollicitations sont nombreuses, on le suppose, là, depuis 2-3 jours. Oui, de plus en plus. Comme je vous disais, on y prend goût. Et vous allez jouer l'US Lège Cap-Ferré. Président, on le rappelle, ce sera dimanche à 14h. Vous nous confirmez l'information, ça ne va pas se jouer à Merpin, ça va se jouer à Château-Bernard?
Oui, oui, donc Merpin, le terrain était pas homologué pour pouvoir recevoir une équipe, non, pour faire le 7e tour de Coupe de France. Donc, le Grand Cognac nous prête gracieusement le complexe sportif Côte-Bouée, où évolue l'équipe de Cognac, du A Cognac en Régional 1. Est-ce que ça a changé quelque chose? On connaît Romain Rigalo, votre entraîneur, qui est très minutieux et pointilleux. Est-ce qu'il a, par exemple, fait une reconnaissance de la pelouse avec les joueurs ou fait un entraînement du côté de Cognac cette semaine? C'est un complexe qu'on connaît bien, parce que déjà la semaine dernière, on a joué en championnat sur ce complexe contre Cognac. Beaucoup de joueurs étant aussi de Cognac ont évolué sur ce complexe, donc on se considère à la maison sur ce complexe. Et ça va On vous n'a pas permettre aussi de faire venir un petit peu plus de monde. Est-ce que vous vous êtes arrangé? On suppose que la billetterie, elle sera pour vous? On ne s'est pas du tout arrangé, on le souhaite en tout cas. On n'en a pas parlé avec le président de l'HCAP Ferré. On a beaucoup d'organisations à mettre en place ensemble tous les deux. Voilà, donc je pense qu'on en parlera dimanche. Mais franchement, j'espère qu'avec tout le boulot qu'on a fait, il nous laissera la billetterie. Hein. Attention, Voilà. c'est des Charentais à Cognac. Hein. Ah oui, non, mais on va le négocier fort. On le souhaite, on lui lance déjà un appel. On plaisante bien évidemment et on espère que la billetterie sera pour l'AS Merpin, ce serait récompensé bien évidemment le travail. Et puis on le sait, on voit l'effervescence dans les médias concernant le club, mais on voit aussi l'effervescence sur les réseaux sociaux. Il va y avoir beaucoup de monde dimanche au stade pour vous encourager. Je pense, hein, nos inquiétudes justement, est-ce qu'on va pouvoir faire entrer tout le monde? C'était une grosse inquiétude, sachant pas qu'on étant limité à 1500 places. Voilà, sans vouloir jouer les malins, je pense qu'on va avoir beaucoup de monde et une des difficultés de la journée, est-ce qu'on aura la place pour tout le monde? Les Vous inquiétudes pensez de la journée. à un chiffre précis, Président? On sera pas loin des 2000 demandes au total? 400, on imagine 800. 800 demandes pour ce match, donc avec l'un des deux petits poussés Merpin, puisque l'autre petit poussé de cette compétition et du 7e tour côté Nouvelle-Aquitaine, c'est l'entente Bohème-Bonne-Encontre. Toujours une fierté à quelques jours maintenant, à 2 jours précisément du match, toujours la même fierté, Président, d'être le petit poussé de la Nouvelle-Aquitaine? La même fierté, la même ferveur, le même engouement de faire ce match. On est pressé maintenant de jouer. Ça fait 15 jours qu'on travaille tous les soirs à organiser cette journée. Donc maintenant, on est prêt à y aller. Les joueurs sont prêts, l'entraîneur est prêt, les dirigeants sont prêts, nos supporters sont prêts. Donc on est impatient dimanche. Le coach de l'US Lège Cap Ferré a déclaré qu'entre un gros qui peut déjouer et un petit qui se sublime, l'écart est vite comblé. Vous êtes d'accord avec lui? Le match va être serré entre les deux formations dimanche? Tout à fait d'accord avec lui. Nous-mêmes, sur les premiers tours, on a joué contre des équipes avec 3-4 divisions d'écart et on a galéré pour se qualifier. Donc, je confirme ce qu'il a dit. Un petit qui sublime et un gros qui déjoue. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Et souvent, Président, le petit poussé passe par la séance de tir au but pour créer l'exploit. Romain Rigalo a-t-il ajouté des séances de tir au but à l'entraînement cette semaine? Je ne vais pas dévoiler tous nos secrets. Bon, je suppose que le connaissant, ça doit faire partie de toute façon des axes de travail. Il doit le faire régulièrement. Je pense aussi, voilà. Mais bon, on espère qu'on aura plié le match avant. Et côté championnat, Président, puisque on le sait, la Coupe de France pompe énormément d'énergie, est-ce que ça reste bien évidemment la priorité et vous en êtes où? Donc aujourd'hui, comme toute équipe qui fait en Coupe de France, on n'a fait que 3 matchs de championnat. On avait commencé par une défaite, on a enchaîné pour 2 victoires à suivre. La semaine dernière, on a joué un derby contre Cognac, ça nous a pu nous remettre rapidement dans le championnat avec ce derby. On sait que c'est très difficile et on n'a pas la tête au championnat pour le moment. C'est un des gros challenges qu'on essaye de relever avec Romain tout de suite à la fin du match de la Coupe de France la semaine dernière. Rappeler que la priorité c'était le championnat, Coupe de France, championnat et on verra. Voilà. On en est conscient. C'est assez difficile de se remettre, voilà. Mais pour le moment, 2 victoires et une défaite en championnat. Donc je dirais que ça va bien.
Oui, vous avez clairement limité la casse parce qu'on le sait, c'est pas facile à gérer d'être dans les deux compétitions en même temps avec un calendrier resserré. Maintenant, au niveau du calendrier, justement, Président, avant de vous laisser préparer ce 7e tour, c'est peut-être la meilleure chose possible de jouer un derby contre Cognac juste avant la Coupe de France, parce qu'on parle souvent lors des derbys de matchs de coupe. Au final, c'est la meilleure préparation possible en termes d'engagement et de solidarité. Tout à fait, c'était la meilleure préparation en termes d'engagement et de motivation. Ça nous a permis de retrouver la motivation du championnat, parce qu'en plus du championnat, c'est ce fameux derby Cognac-Merpin, où pour ceux qui connaissent la région, les deux terrains sont espacés à vol d'oiseau de 2 km, donc c'est vraiment un derby. Et voilà, ça nous a permis de se remettre, grâce à ce derby, tout de suite la tête dans le championnat. Voilà, c'est un derby qu'on a remporté 2-0. Et Merpin face à l'US Lège Cap-Ferré. On rappelle que ce sera dimanche à 14h et ce sera donc du côté de Château-Bernard au stade Claude Buet. Ceux qui voudraient avoir des places, c'est encore possible, Président, ou on leur dit tout de suite que c'est fini? Alors, je vais en profiter pour lancer un petit message à tous ceux qui nous écoutent, sont supporters de Merpin qui viendront dimanche. On fait une vente de billets de samedi de 15h à plus en finir au clubhouse de Stade de Merpin pour essayer justement de fluidifier les entrées. Donc, on invite tous les gens à venir nous retrouver samedi après-midi et partager un petit moment avec nous et d'acheter leurs billets tranquillement. Bon, c'était important de le rappeler, comme ça, pas de problème, pas de soucis de billets au dernier moment pour les uns et les autres. 15h samedi au stade de Merpin. N'allez pas à Château-Bernard, c'est dans votre stade à vous, Président. Alors, je rectifie, c'est bien 14, c'est pas 15h, c'est 14h au stade de Château-Bernard. La Coupe de France, c'est 14h. Oui, la Coupe de France, mais je parle de l'opération pour les billets, c'est 15h, mais c'est au stade de Merpin. C'est au stade de Merpin, excusez-moi, je n'avais pas suivi. C'est au stade de Merpin, oui, à partir de 15h. Pas de souci, Président, c'est bien noté. Et en tout cas, on vous souhaite le meilleur et on vous souhaite de garder le statut de petit poussé pour le 8e tour. Ce serait formidable pour ce club qui le mérite. Et on passe un petit coucou, évidemment, à Romain Rigalo et à ses joueurs en pleine préparation de ce 7e tour face à l'US Lège Cap-Ferré. Merci, Président. Merci beaucoup. Et on croise les doigts, bien évidemment, pour les deux petits poussés, que ce soit l'entente Boët-Bonencontre ou l'AS Merpin. Dans un instant, on va parler nautisme, puisque nous sommes à J-9 de la route du Rhum. On va retrouver Jean-François Pibre en direct de Saint-Malo pour en parler dans le NASPORT Show. Et puis, il y aura la pétanque avec l'interview du président de la Fédération française de pétanque. C'est Michel Lebotte qui sera avec nous dans le NASPORT Show. Ne bougez pas, on revient dans un instant. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur NATV. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement.
NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. La dernière partie du Nasport Show, merci d'être fidèle à NATV. Tout de suite, on va parler pétanque. Avec notre invité, c'est tout simplement le président de la Fédération française de pétanque et jeux provençal qui nous fait l'honneur d'accepter l'invitation du Nasport Show ce soir. C'est Michel Lebotte qui est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation de NATV. Vous êtes président depuis mars 2021. Est-ce que, même si le début est récent, le début de mandat, mais est-ce qu'on peut faire un premier bilan président ensemble dans le Nasport Show? Sans problème, avec plaisir. Alors, est-ce que les licenciés ont augmenté? Est-ce qu'ils sont contents de votre début de mandat? Ça, il faudrait leur poser la question à nos 286 000 licenciés. Certes, la Fédération française de pétanque, comme tous les autres sports, a été impactée par la Covid. Mais aujourd'hui, nous avons on va dire, repris un petit peu du poil de la bête. On n'est pas encore au nombre de licenciés qu'on avait en 2019 ou début 2020. Mais on est sur la bonne voie pour retrouver, je pense qu'en 2023, on retrouvera un niveau de licenciés à nos attentes. Quand vous aviez remporté l'élection, président, vous aviez déclaré évidemment que vous étiez satisfait et content, mais que surtout, vous, votre vision de la présidence, c'était avant tout un travail collectif. Est-ce que pour l'instant, vous êtes satisfait de ce collectif ? Alors, au niveau de la fédération, de nos organes déconcentrés, oui, tout à fait, je suis complètement satisfait de ce collectif. Mais ce qui, moi, m'importe aujourd'hui, c'est que le message que je veux faire passer, c'est que depuis quelques années, la fédération parlait de nationalisation. Moi, ce que je voudrais surtout apporter et mettre l'accent, c'est sur le besoin de structuration que nous avons au niveau de notre fédération. Pour que les licenciés, en particulier les jeunes, viennent dans nos clubs doivent se structurer afin d'apporter un service, que ce soit au niveau des écoles de pétanque. Il est évident que nos jeunes et les jeunes viendront vers la pétanque si à l'intérieur des clubs ils trouvent un service adapté à leurs attentes. Et Dieu sait si aujourd'hui capter des jeunes dans n'importe quel sport, qu'il soit collectif ou individuel, la tâche est relativement difficile. Donc l'accueil des clubs est important. Et donc l'accompagnement de la fédération pour que les clubs se structurent, ainsi que les comités départementaux et les comités régionaux, la tâche est quand même relativement importante pour la Fédération française de pétanque. Et justement, on va en parler de ces jeunes, puisque au moment où on fait cette émission, Président, on est en plein trophée des pépites, là, du côté de Douai. C'est la 2e édition. Vous pouvez un petit peu nous en parler, nous dire en quoi ça consiste? Là, je viens de quitter Saint-Pierre-les-Elbeuf, où il y avait le championnat national des clubs jeunes puis vétérans, mais je mettrai l'accent surtout sur le championnat des clubs jeunes. Et puis je suis venu ici à Douai pour le choc des pépites et le choc des élites. En fait, ce sont des équipes qui réunissent des joueurs
qui sont sélectionnés au niveau des régions et qui représentent à la fois l'avenir de la pétanque, mais aussi au travers des élites jeunes, des joueurs un peu plus confirmés. Et qui représentent à la fois leurs comités régionaux et leurs comités départementaux, mais qui représentent aussi tout le travail accompli tout au long de l'année dans leurs écoles de pétanque, dans les centres régionaux d'entraînement, afin de progresser, puisque le sport ne va pas sans entraînement, même si on a du talent, même si on a, on va dire, des prédispositions pour notre temps. On sait très bien qu'il est quand même relativement important pour que une carrière de sportif de haut niveau se construise, et elle se construit aujourd'hui à partir des catégories minimes, cadets, juniors, puis et enfin seniors. C'est pour ça aussi que vous avez souhaité mettre en place une formation au certificat de qualification professionnelle animateur bouliste option pétanque. Là aussi, vous pouvez un petit peu nous en dire plus, Président? Oui, tout à fait. Donc, nous avons au sein de la fédération un centre national de formation qui a mis en place depuis déjà quelques années un certificat de qualification PNEL animateur bouliste option pétanque. Il s'agit d'abord et avant tout d'un diplôme d'encadrement professionnel reconnu qui permet d'enseigner la pétanque, mais aussi pour ces gens qui sont forts une rémunération. Le CQP animateur bouliste permet de répondre à des besoins ponctuels d'animation auprès des publics licenciés et non licenciés. On est donc, quand on est titulaire d'un CQP, un animateur professionnel, et son objectif, c'est de développer l'activité dans les boulodromes, couverts ou non, parce que les villes et tous les clubs n'ont pas la chance d'avoir un boulodrome couvert. Voilà. Donc on a les beaux objectifs de mémoire, sont développer l'activité dans les boulodromes couverts, et proposer des séances d'initiation et d'amélioration de la performance, donc améliorer la gestuelle, des jeunes, des adultes, des féminines, mais aussi des publics qui ont un handicap. Donc c'est quand même relativement important, et donc ils peuvent animer des écoles de pétanque et accompagner les jeunes en compétition départementale. Et ça, c'est une bonne nouvelle et une bonne idée, évidemment. Qui est important. Ce dont vient nous décrire le président de la Fédération française de pétanque qui est avec nous, on le rappelle, Michel Lebotte. Michel, la France est toujours, sur le plan sportif, la nation référence, sans être chauvin dans cette émission. On voit également de plus en plus de pétanque à la télévision et avec des audiences très intéressantes. Comment on fait au quotidien pour rester toujours au sommet? Parce que la pétanque en France, c'est quand même un sport très, très important. Alors, on a eu la chance pendant ces dernières années, pendant quelques décennies, d'avoir 4 joueurs fantastiques. Philippe Quintet, Henri Lacroix, Philippe Suchot et Dylan Rocher, bien entendu. Et avant eux, il y avait encore des joueurs de renom. Tous ces joueurs ont ramené des titres à la France. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir, et peut-être ce travail aurait pu ou aurait dû être approfondi, permettre à des jeunes, on va dire à la jeunesse montante, de profiter, de s'appuyer sur cette expérience, parce que pour rester, arriver au sommet, c'est difficile, y rester, c'est encore plus difficile, surtout que les nations émergentes progressent. Et nous avons tout un travail à faire pour que les jeunes acquièrent de l'expérience et arrivent au même niveau que leurs aînés. Voilà, c'est tout ce travail qui est à faire au sein des collectifs France, au sein de la direction technique nationale. C'est comment on intègre dans les collectifs France des jeunes qui ont des capacités hors normes, mais qui ont besoin de l'expérience et de la confrontation au haut niveau pour avoir des résultats de champion d'Europe, champion du monde. Donc vous avez vu cette année déjà, au travers des espoirs et des jeunes, nous avons obtenu des titres. Mais il nous faut encore travailler dans les années à venir pour que les titres, pour que les équipes de France progressent.
se reposer sur ses lauriers, c'est pas quelque chose que l'équipe de France de pétanque peut faire. Ça peut passer aussi par une exposition encore plus grande avec la pétanque aux Jeux Olympiques, par exemple? Ça, c'est évidemment, c'est le rêve de tout sportif d'être aux Jeux Olympiques. On a déjà raté une première candidature avec l'opportunité des Jeux Olympiques en France en 2024. Nous avons été barrés par le breakdance. Ça paraît, ça paraît complètement aberrant pour tous les personnes qui aiment la pétanque, mais je suis certain que dans les années à venir, la candidature de la pétanque et des sports de boules seront remises à l'ordre du jour des Jeux Olympiques. Mais là aussi, nous avons du travail à faire pour, pour illustrer ce propos. La France, c'est, on va dire en période hors Covid, on était aux alentours de 300 000 euros. Le nombre de licenciés en Europe, c'est 400 000. Et le nombre de licenciés dans le monde, c'est près de 500 000. Vous voyez que la France domine en nombre de licenciés. C'est un vivier exceptionnel. C'est aussi le pays qui a créé qui a inventé la pétanque et le jeu provençal, bien entendu. Et donc, faut aussi imaginer que nous, en France, nos championnats sont des championnats en 13 points, alors que partout en Europe et dans le monde, les championnats se font sur des parties au temps, en Swiss system. Donc, il y a à la fois, les Français sont les gardiens du temple de la tradition, mais c'est comment on passe de la tradition à la modernité, sans dénaturer notre sport, sans perdre notre âme, de façon à ce qu'il soit aussi, je dirais, encore plus ancré dans ces images de la télévision. Nous n'avons pas encore la notoriété du tennis qui peut se permettre de faire des bascules de France 2 sur France 3 pour des matchs de tennis qui durent énormément longtemps. Nous, une partie de pétanque qui peut mathématiquement durer 6 heures. Il n'y a aucune chaîne de télévision qui est en capacité d'accepter d'avoir une partie de pétanque qui durait 6 heures. Ça peut nous intéresser, Président. On en reparlera en coulisses, en tout cas, de la pétanque sur NATV, parce que nous, on adore ce sport ici à NATV et on vous remercie. On vous souhaite bon courage, parce qu'on l'a bien compris, il y a pas mal de pain sur la planche en tant que président de la Fédération française de pétanque. Je peux vous dire que dans les semaines à venir, nous allons avoir les championnats d'Europe des clubs à Saint-Yrieix. Dans la foulée, nous aurons la finale des championnats nationaux de clubs à Douai. Nous reviendrons à Douai pour l'Open masculin et l'Open et la catégorie féminine. Et nous aurions dû avoir les championnats du monde au Bénin fin de l'année 2023 fin 2022 pardon, et c'est reporté en 2023. La pétanque est un calendrier qui s'étire du 1er janvier au 31 décembre, que ce soit au niveau des clubs, des départements, des régions, mais aussi au niveau national, international et européen. Et c'est pour ça qu'on l'aime, ce sport, parce qu'il se joue partout, tout le temps, et avec tout le monde. C'est un sport où l'on peut jouer avec les enfants, les grands-parents, les parents, les cousins. Bref, on aime ce sport, qu'il soit bien pratiqué de manière amateur, en loisir, ou pratiqué de manière beaucoup plus sérieuse. J'ai oublié la question obligatoire, Michel Lebotte, mais vous tirez ou vous pointez? Tu vois, je dirais que quand j'étais joué à la pétanque, pour moi c'est une passion. Aujourd'hui, je suis dirigeant. Malheureusement, je n'ai pratiquement plus le temps de jouer. Et quand j'ai le plaisir de jouer, aujourd'hui, je suis un amateur pointeur. Voilà, je me risquerai plus à tirer sans risquer de faire des trous partout. Voilà, non, je reste je reste à la place où je suis. Déjà, être dirigeant de la Fédération française de pétanque, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est une fonction que je place haut et fort parce que ma discipline sportive, je l'adore. Je suis licencié depuis extrêmement longtemps, dirigeant depuis 1974. C'est toute une partie de ma vie. Voilà, et je laisse la place aux joueurs qui sont bien plus performants que moi et je préfère les voir jouer et moi rester à ma place de dirigeant, c'est déjà pas mal. Maintenant, vous tirez les ficelles et vous pointez les erreurs, Président, c'est ça? Tirer les ficelles, c'est un bien grand mot. Vous l'avez dit tout à l'heure, la pétanque,
c'est un sport, à la fois un sport individuel, un sport d'équipe, et un sport collectif. Aujourd'hui, on le voit à travers les manifestations de clubs, et je crois beaucoup à la vertu du collectif. Voilà. Mais vous savez aussi bien que moi que les yakas, les faucons, on devrait, c'est facile, mais après quand on est en responsabilité et qu'on est confronté à la réalité, entre ce qu'on aimerait et ce qu'on peut, des fois il y a un fossé. Mais bon, je suis quelqu'un de très pragmatique, et même si de temps en temps j'aime bien faire de la poésie, je reste quelqu'un de très réaliste. Et en tout cas, on vous réinvitera avec grand plaisir dans le Nasport Show. C'était Michel Lebotte, le président de la Fédération française de pétanque, qui était avec nous dans le Nasport Show. Merci, président. Merci à vous de votre invitation, et à très bientôt sur vos antennes. Et après la pétanque, on va parler d'un autre sport très populaire, la voile, avec la route du Rhum, J-9, avant le grand départ de la plus célèbre des transats. Pour en parler, on file du côté de Saint-Malo, où Mèche au vent, notre reporter Jean-François Pibre, est déjà sur place pour nous parler de cette compétition. Salut Jean-François. Salut Benjamin, bonjour à tous. Jean-François, tu es en plein cadre idéal pour les amateurs de nautisme et de voile, puisque tu es au milieu des bateaux. Là, raconte-nous, tu es du côté du port de Saint-Malo. Ah, effectivement, Benjamin, on est en plein cœur du port de Saint-Malo depuis déjà la fin de matinée. C'est tout simplement exceptionnel, hein. On appelle, vous savez, c'est la transat de la liberté. Et on a des bateaux extraordinaires, hein. Il y a des monos, il y a des multis, vous connaissez bien sûr les éléments. Il faut quand même savoir qu'il y a 2,5 millions de gens qui viennent à Saint-Malo, Benjamin, en 2 semaines. C'est extraordinaire, c'est familial, c'est sympa. L'ambiance est complètement festive, décontractée. On est effectivement à quasiment une semaine, un peu plus d'une semaine maintenant du départ, et on sent déjà, Benjamin, toute cette ferveur populaire autour d'un spectacle qui est tout simplement unique au monde. Et on voit les images extraordinaires de Saint-Malo grâce aux organisateurs de la Route du Rhum et grâce à la réalisation de Paul Maison-Regnault et l'édition de Clément Darbieux. C'est comme d'habitude à Saint-Malo, Jean-François, ça sent l'odeur de la galette. On voit certains gens déguisés en corsaires ou en pirates, puisqu'on est dans la ville des pirates. Raconte-nous un peu l'atmosphère. C'est très familial, je suppose. Ouais, complètement. C'est ce que je te disais. Là, on a vu passer il y a encore 5 minutes des danseuses guadeloupéennes, s'il vous plaît. C'est le folklore. Les familles sont là, on prend plein de photos, des gens se filment. Alors bien sûr, le public ne peut pas avoir accès au bateau, hein, tu l'imagines bien. Bon, enfin, ils sont à 3-4 mètres, hein, simplement, de ces bateaux totalement exceptionnels. On a vu aussi tout à l'heure, tu sais ce qu'on appelle un singe, hein, c'est-à-dire celui qui monte jusqu'en haut du mât, régler justement une voile devant des spectateurs qui prenaient photos, vidéos, parce que c'est toujours incroyable de voir comme ça un gars qui monte à plus de 20 mètres de haut, grosso modo, et là encore, il est au port, hein, il n'est pas au large, donc c'est sûrement plus facile, mais c'est déjà relativement impressionnant. C'est la 12e édition, Jean-François. La compétition a bien changé depuis les premières victoires de Mike Birch, par exemple. Maintenant, on a tendance à dire que c'est la Formule 1 de la mer, hein. Maintenant, tu as face à toi, Jean-François, de véritables avions de chasse là, sur l'eau. Les bateaux sont des machines de guerre. Ah, complètement, des machines de guerre, et quasiment à tous les niveaux, hein, pour demander un tout petit peu d'argent, ça va d'un bateau de 500 000 euros, grosso modo, et ça peut atteindre 12, 13, voire 15 millions d'euros pour effectivement avoir des bateaux totalement, là aussi, uniques, travaillés pendant des mois, voire parfois des années. Donc c'est vraiment assez exceptionnel, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de gens, hein, autant de monde, hein. Comme je te l'ai dit, 2,5 millions de gens qui viennent en 2 semaines, ça prouve bien qu'il y a vraiment des passionnés, et franchement, ça vaut le détour. Et s'il y a autant de passionnés en France, c'est aussi parce qu'on est les rois. Jeff, pour l'instant, on est les grands patrons. On vient de parler pétanque avec le président de la Fédération française, un sport où on domine. À la Route du Rhum, c'est pareil, hein. Les Français, à part 2 exceptions avec Mike Birch et Laurent Bourgnon, le Suisse et le Canadien, sinon les Français ont toujours raflé la mise. Les Français ont toujours raflé la mise. Et puis, une petite stat justement pour vérifier, confirmer ce que tu dis. 80% des marins sont français à ce départ de la Route du Rhum, donc c'est colossal. Il y a 14 nationalités tout de même, mais 80% de Français, et évidemment
eh bien, ils sont tout simplement favoris au moins de la victoire principale. Joyon remet son titre en jeu, mais il a François Gabard qu'on attend, qui a été très bon récemment. Et François Gabard devrait peut-être jouer un vilain tour à son pote. C'est possible. En tout cas, une chose est sûre, sur les images que l'on voit, Jean-François, à part le vent qui souffle au niveau de ton crâne, sinon les conditions météo ont l'air plutôt bonnes, parce que le vent, nous, dans la vie de tous les jours, on n'aime pas toujours, mais les skippers, eux, ils adorent ça. Ouais, il y a un petit peu de vent, un petit peu de nuage, mais il fait bon. On a à peu près 23-24 degrés. Fin octobre, c'est bien, à Saint-Malo. Les conditions sont idéales, tout du moins pour un départ, mais attention, Benjamin, le départ, c'est quand même dimanche prochain, on sera le 6 novembre, ça peut malheureusement changer. Et puis surtout, en Bretagne, ça change jamais. Ouais, jamais, complètement, mais c'est surtout en mer. Hein. C'est surtout en mer qu'on verra les choses. Hein. C'est pas au départ, bien évidemment, que les choses se décident. Et pour les meilleurs, on peut le rappeler, hein, le record est d'à peu près un peu plus de 7 jours, 15 heures et quelques minutes. Donc on voit bien que les premiers vont très très vite et que ceux qui prennent un peu plus leur temps, va-t-on dire, mais qui ne jouent pas la gagne, ils peuvent mettre jusqu'à plus de 2 semaines. Donc il y a plusieurs catégories, on l'a dit, plusieurs plaisirs. Et puis ceux qui jouent la gagne, et là évidemment la météo va jouer son rôle, bien sûr. Et l'on retrouvera Jean-François Pibre en direct de Saint-Malo régulièrement dans le Nasport Show. Et pour faire des points, on vous donnera, grâce à la rédaction, plein d'infos sur la course en temps réel. Merci beaucoup, Jean-François Kenavo, comme on dit. À bientôt. À bientôt, c'était Jean-François Pibre en direct de Saint-Malo pour parler de la 9e édition, de la 12e édition de la Route du Rhum. Lapsus révélateur, puisque 9, c'est le nombre de jours qu'il faut encore attendre pour les fans de voile. Le départ, ce sera à Saint-Malo dans 9 jours. Précisément, une compétition qui a lieu tous les 4 ans, dont le tenant du titre est Francis Joyon. On va continuer de parler nautisme dans un instant avec un Océanos spécial qui est consacré à Lisa Abadi. Le Nasport Show est désormais terminé. Vous pouvez bien évidemment revoir l'émission sur la page YouTube de NATV avec toutes nos interviews. Nous, on se retrouve pour continuer à parler sport lundi avec LFNA TV. On vous donnera tous les résultats du 7e tour de la Coupe de France. Très bon week-end de sport à vous et restez bien évidemment sur NATV.